Lettre 109 de Sénèque à Lucilius. Tu désires savoir si le sage peut être utile au sage. Nous disons que le sage est comblé de tout bien et qu'il est parvenu au degré suprême. On se demande alors comment quelqu'un pourrait être utile au possesseur du souverain bien. Eh bien oui, les hommes de bien sont utiles les uns aux autres, car ils mettent en action les vertus et maintiennent leur sagesse en bon état. Chacun d'eux a donc besoin d'un autre sage pour discuter et réfléchir avec lui. Le savoir-faire des lutteurs s'entretient par l'exercice de la lutte. Un accompagnateur stimule le jeu du musicien. Le sage a besoin, pareillement, de tenir ses vertus en haleine. Ainsi, se stimulant lui-même, il reçoit encore d'un autre sage du stimulant. En quoi le sage servira-t-il le sage? Il lui donnera de l'élan. Il lui signalera les occasions de bien faire. En outre, il lui exposera par le menu telles de ses propres méditations, il lui expliquera ses découvertes, car il restera toujours, même après le sage, des découvertes à faire pour le sage, de quoi donner carrière à son esprit. Le méchant nuit au méchant. Il le rend plus mauvais en irritant sa colère, en flattant son chagrin, en approuvant ses plaisirs. Et jamais les méchants ne font tant de mal, et ne se font tant de mal, que lorsqu'ils ont mêlé leurs vices dans la plus large mesure et mis en commun leur perversité. Inversement, l'homme de bien sera utile à l'homme de bien. Comment cela, dis-tu? Il lui apportera de la joie. Il le confirmera dans son assurance et à l'aspect de leur tranquillité mutuelle, croîtra de part et d'autre l'allégresse. Ajoutons qu'il est de certaines choses dont il lui transmettra la connaissance. Le sage ne connaît pas tout. Quand il connaîtrait tout, quelque autre peut imaginer et lui faire connaître pour arriver au cœur de son sujet une route plus rapide, qui donne une vue d'ensemble de tout le problème. Le sage sera donc utile au sage, pas seulement en lui prêtant ses propres forces, mais aussi en agissant sur les forces de son partenaire. Ce dernier pourrait à lui seul tenir son rôle jusqu'au bout, il irait à sa vitesse. Un coureur déploie sa propre vélocité. Il demeure que, même déjà en pleine course, il profite des cris de ceux qui l'encouragent. Mais alors le sage ne fait pas du bien à un autre sage. C'est cet autre qui s'en fait à lui-même, dira-t-on. Si on retire au second sage son énergie personnelle, le premier ne pourra rien faire pour lui. Erreur. Car à ce compte, on pourrait prétendre que le miel n'est pas doux. Si celui qui doit goûter le miel n'a pas la langue et le palais prédisposé à ce goût, de manière à en apprécier la saveur, le miel lui semblera répugnant. Il y a des gens qui, sous l'effet de la maladie, trouvent le miel amer. De même, nos deux sages doivent être capables, l'un de rendre service à l'autre, l'autre d'offrir à l'utilité de l'un une matière appropriée. On dira, il est superflu de chauffer son corps quand sa chaleur a été portée au suprême degré. De même, celui qui s'est porté au bonheur suprême n'a que faire d'un homme qui lui soit utile. Un cultivateur qui a tous ses outils demande-t-il à un autre de l'équiper? Un soldat armé comme il faut l'être pour combattre a-t-il besoin d'un supplément d'armes? Le sage non plus. Il est assez outillé, assez armé pour l'existence. À cette objection, je répondrai ceci. Ce qui a été porté au plus haut degré de chaleur a besoin d'un complément de chaleur pour rester chaud. Mais, dira-t-on encore, la chaleur se maintient par elle-même? Non, pas du tout. Car d'abord la comparaison ne tient pas. La chaleur est une et l'utilité est diverse. Et puis la chaleur
n'a pas besoin d'un supplément de chaleur pour être de la chaleur, tandis que le sage ne peut rester dans le même état mental qu'en ouvrant sa porte à des amis qui lui ressemblent pour mettre en commun ses vertus avec les leurs. Ajoutons que toutes les vertus sont amies entre elles. D'où l'utilité d'un homme qui aime les vertus de celui qui est son égal et qui lui fasse aimer les siennes en échange. Les ressemblances plaisent surtout lorsqu'elles sont honnêtes et qu'elles savent apprécier et se faire apprécier. Et il y a plus. Seul un sage sait mouvoir l'âme d'un sage, de même que seul un homme peut mouvoir l'âme d'un autre homme d'une façon rationnelle. Il faut la raison pour mouvoir la raison, et pour mouvoir une raison parfaite, il faut une raison parfaite. Être utile se dit également de ceux qui nous procurent des avantages moyens, argent, crédit, sécurité, et tout ce qui est désirable ou nécessaire pour les besoins de la vie. En cela, dira-t-on, un fou peut être utile à un sage? Non, car être utile, c'est mouvoir une âme conformément à la nature, soit par la vertu de celui qui meut, soit par celle de celui qui est ému. Ce qui sera un bien pour celui-là même qui se montrera utile, car il ne peut faire agir la vertu d'autrui sans faire agir aussi la sienne. Mais fit-on abstraction des biens suprêmes ou de leurs causes efficientes, il n'est pas moins vrai qu'il est possible aux sages d'être utiles les uns aux autres. C'est en soi chose désirable aux sages que la rencontre d'un sage, attendu qu'il est dans la nature que l'homme de bien chérisse tout ce qui est bien, et qu'il porte un intérêt naturel aux hommes de bien comme à lui-même. Pour suivre mon argument, il faut bien que je passe de cette question à une autre. On demande si le sage délibérera tout seul ou s'il prendra conseil de quelqu'un. Il y est obligé dans le train de notre vie civile et domestique, disons le mot, de notre vie humaine. Il a besoin alors du conseil d'autrui, de même qu'il a besoin du médecin, du pilote, de l'avocat ou du magistrat judiciaire. Le sage servira donc le sage en lui donnant des conseils en ces cas précis. Mais il sera utile aussi quand il s'agit des questions élevées et suprêmes. On se met à plusieurs pour traiter de la morale. On met en commun les âmes et les idées, comme je l'ai dit. En outre, il est conforme à la nature d'embrasser le sort de ses amis et de se réjouir de ce qu'ils font comme si on le faisait soi-même. Si on n'agit pas ainsi, on perd la vertu elle-même, qui ne conserve sa force que dans l'application effective de ses propres maximes. Or, la vertu conseille de bien se placer pour le présent, de pourvoir à l'avenir, d'en délibérer, de tendre les ressorts de l'âme. L'attention ainsi que la solution du problème seront rendues plus faciles si quelqu'un est admis à y collaborer. On cherchera donc un homme parfait ou qui est en progrès vers la perfection et n'en est pas loin. Il sera utile que ce parfait associe son discernement à la délibération et l'en fasse bénéficier. On prétend que les hommes ont la vue plus claire dans les affaires d'autrui que dans les leurs. Effet d'une déformation, cela n'arrive qu'à ceux qu'aveugle l'amour de soi, à ceux à qui la crainte dans le danger ôte le discernement des mesures utiles. On commencera à raisonner sagement à l'abri de la peur et en sécurité. Néanmoins, il est des cas où même un sage est plus clairvoyant pour un autre que pour lui. Et puis, cette satisfaction si douce, si vertueuse, de vouloir ou de ne vouloir pas les mêmes choses, le sage la procurera au sage. Ils s'attelleront côte à côte à cette noble entreprise. Je me suis acquitté du travail que tu réclamais de moi alors qu'il avait sa place normale parmi les questions réunies dans les livres de ma philosophie morale. Songe qu'en tout ceci, comme je te le répète fréquemment, nous ne faisons rien d'autre que d'exercer notre subtilité. Oui, j'y reviens toujours. À quoi bon tout cela? Rendez-moi enfin plus courageux, plus juste, plus modéré en mes désirs. Je n'ai pas encore de temps à donner à la gymnastique. J'ai toujours besoin du médecin. Pourquoi me transmettre un savoir stérile?
Grandes étaient vos promesses. Pesez et voyez. Vous affirmiez que je demeurerais intrépide, même si je voyais autour de moi des épées briller, même si le poignard touchait ma gorge. Vous affirmiez que je demeurerais sans crainte, même si les flammes d'une ville en feu m'environnaient, même si une tempête subite emportait mon navire à la dérive. Assurez-moi ce plaisir, ou plutôt cette joie et cette gloire. Après cela, vous m'enseignerez à défaire les nœuds, à dissiper les équivoques, à percer les ténèbres de la dialectique. Pour l'instant, enseignez-moi l'indispensable.